La plupart des gens vous diront que la chose la plus effrayante au monde est l'inconnu. Le monstre que vous ne pouvez pas voir, l'obscurité que vous ne pouvez pas mesurer. Mais je vais vous dire quelque chose de différent. La chose la plus effrayante que j'ai jamais rencontrée était un homme que je pensais comprendre complètement. Un homme que chaque personne dans ma vie avait décrit avec le même mot, sans cœur. Il le disait comme un avertissement. Il le disait comme un fait gravé dans la pierre, que ni le temps ni les sentiments ne pourraient jamais effacer. Et je les ai crus. Je les ai crus comme on croit en la gravité. Non pas par choix, mais parce que tout autour de vous le confirme chaque jour. Son nom était Cale Draven, le roi alpha des confins du Nord. Il régnait sur 7 meutes, sur un territoire plus vaste que la plupart des pays. Le genre d'homme qui entrait dans une pièce et rendait l'air plus lourd. Le genre d'homme dont le silence était plus fort que la fureur de la plupart des gens. J'avais entendu les histoires, avant même de voir son visage. Le bêta qui l'a défié et a perdu en moins de 4 secondes. L'alpha rival qui a fait l'erreur de menacer quelqu'un sous la protection de Cale et dont on n'a plus jamais entendu parler. Le Conseil des Anciennes, qui a un jour tenté d'annuler une de ses décisions et s'est retrouvé collectivement démis de ses fonctions, avant même le coucher du soleil. Sans cœur, c'était le mot, à chaque fois, de la part de tout le monde. Et pourtant, il y a un type de nuit particulier qui n'arrive qu'à la fin de l'automne, quand le froid est bien installé. Mais le monde ne s'est pas encore abandonné à l'hiver. L'air sent la fumée de bois et quelque chose de doux et de mourant. Le ciel prend une nuance particulière de bleu profond, juste à la lisière du noir. Par une nuit exactement comme celle-là, dans une chambre qui sentait l'antiseptique et la vieille pierre, j'ai vu Cale Draven presser son front contre le mur à côté de mon lit. Et il pleurait si silencieusement que si je ne l'avais pas regardé, je n'aurais jamais su que cela se produisait. J'étais à peine consciente. Je veux être honnête à ce sujet. J'entrais et sortais de quelque chose qui ressemblait moins à du sommeil qu'à un effacement lent. Mon corps avait encaissé plus qu'il ne pouvait supporter. Et les médecins ne disaient pas les choses que vous voulez que les médecins disent. Ils disaient les autres choses, les choses prudentes. Les choses enveloppées dans tant de douceur professionnelle qu'elles deviennent plus effrayantes que la vérité dite crûment. Mais à travers tout cela, à travers la brume, le froid et le bip des machines que je ne pouvais nommer, je l'ai vu. D'abord debout dans un coin, les bras croisés, la mâchoire serrée. Chaque parcelle de lui dégageait cette immobilité contrôlée, que j'avais appris à reconnaître comme sa version de quelqu'un qui tient à peine le coup. Et puis, quand il a pensé que personne ne pouvait le voir, quand l'infirmière est sortie et que mon amie Sarah dormait sur la chaise près de la fenêtre, il s'est approché du mur. Il a posé une main à plat contre la pierre, a baissé la tête, et ses épaules ont eu ce mouvement, le mouvement de quelqu'un qui lutte contre quelque chose qui a déjà gagné. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de croire ce que tout le monde m'avait dit. Ce n'est pas l'histoire d'un homme parfait. Je veux que vous compreniez cela dès le début pour ne pas être déçu plus tard. Cale était difficile, exaspérant et parfois si renfermé que lui parler, c'était comme essayer d'avoir une conversation avec une montagne. Il prenait des décisions sans les expliquer. Il portait seul des fardeaux qu'il aurait dû partager. Le deuil, la responsabilité et la perte lui avaient si bien appris à garder les parties les plus douces de lui-même sous clé, que parfois, même lui semblait oublier qu'elles existaient. Mais elles existaient. Elles étaient là depuis le début. Sous l'autorité, le silence et la réputation qui le précédaient comme un front d'orage. Sous tout cela, il y avait quelque chose que personne n'avait pensé à chercher, parce qu'ils avaient tous décidé que la recherche n'en valait pas la peine. Je n'étais ni assez courageuse, ni assez sage pour décider de regarder intentionnellement. Je veux être honnête à ce sujet aussi. Ce qui s'est passé entre Cale et moi n'était pas un plan. Ce n'était pas un grand geste romantique ou une décision prise les yeux clairs et le cœur léger. C'était un accident qui est devenu la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. Tout a commencé par une erreur, comme la plupart des choses importantes. Un mauvais virage dans un endroit inconnu. Un moment où je me trouvais là où je n'étais absolument pas censé être, devant quelqu'un qui avait toutes les raisons et toutes les capacités de me le faire regretter amèrement. Je n'avais pas de loup, pas de meute, pas de statut d'aucune sorte dans le monde qu'il dirigeait. J'étais ce qu'ils appelaient une non-liée, une anomalie proche de l'humain, pour laquelle le monde des métamorphes n'avait pas de catégorie claire, et donc aucun intérêt particulier à protéger. J'avais grandi en marge de ce monde, assez près pour en connaître les règles,
et assez loin pour avoir passé la majeure partie de ma vie à prétendre que ces règles ne s'appliquaient pas à moi. Elles s'appliquaient, bien sûr. Elles s'étaient toujours appliquées. Je n'avais simplement pas encore rencontré la conséquence qui me le ferait comprendre pleinement. La nuit où j'ai pénétré sur le territoire de Kale Draven, je fuyais quelque chose qui me semblait bien plus immédiatement dangereux que la réputation d'un roi alpha. Il s'est avéré que je me trompais aussi sur ce point. Mais le temps que je comprenne à quel point je me trompais, quelque chose avait déjà changé entre nous. Quelque chose de petit, de silencieux et d'impossible à nommer. Comme la première fissure dans la glace qui ne ressemble à rien vu d'en haut, mais qui annonce tout ce qui va arriver. Il ne m'a pas tué cette nuit-là. Il n'a même pas élevé la voix. Il m'a regardé avec ses yeux gris qui semblaient toujours mesurer la distance exacte entre ce qui était et ce qui devrait être. Et il a dit 4 mots dont je ne me suis jamais complètement remise. Tu ne pars pas. Ce n'était pas une question, ni une menace, bien que ça aurait pu être les deux. Juste un fait énoncé de cette voix basse et assurée. Comme si la décision avait déjà été prise quelque part plus profondément que la pensée. Comme si une partie de lui avait reconnu quelque chose que le reste de lui n'avait pas encore rattrapé. Je me suis dit que j'étais prisonnière. Je me suis dit beaucoup de choses durant ces premières semaines. J'étais très douée pour me raconter des histoires. Ceci est l'histoire de comment chacune de ces choses s'est avérée être fausse. Je m'appelle Lena Vasic et j'ai toujours été meilleure pour partir que pour rester. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. C'est juste quelque chose de vrai à mon sujet. Comme certaines choses sont vraies chez une personne avant qu'elle ne comprenne pleinement pourquoi. Ma mère appelait ça de l'agitation. Ma meilleure amie Sarah appelait ça de l'autoprotection, un déguisement. Le thérapeute que j'ai vu 2 fois avant de décider que j'allais bien a appelé ça un schéma d'attachement évitant. À l'époque, j'ai rejeté ça comme le genre de choses que les thérapeutes disent quand ils veulent que vous reveniez pour une 3e séance. J'ai grandi à Millhaven, qui se trouve directement à la frontière entre le district à dominante humaine et les territoires extérieurs contrôlés par l'Alliance des Meutes du Nord. C'est le genre de ville qui existe à cause d'une frontière, pas malgré elle. Tout y est façonné par cette proximité. La façon dont les gens parlent prudemment. La façon dont personne ne pose trop de questions sur la famille 2 rues plus loin, dont le plus jeune fils court un peu plus vite qu'un garçon de son âge ne le devrait. La façon dont l'épicerie générale vend à la fois des produits normaux et le type spécifique d'herbes séchées qui n'ont d'importance que si vous avez un métabolisme de loup à prendre en compte. Je savais ce qu'étaient les métamorphes avant de comprendre la division longue. Ils faisaient simplement partie de la texture du monde dans lequel j'ai grandi. Ce que je n'ai pas appris en grandissant, c'est qui était mon père. Il est parti quand j'avais 3 ans, ce qui est assez tôt pour que je n'ai aucun vrai souvenir de lui. Seulement la forme de son absence, qui est différente et d'une certaine manière plus grande que l'homme lui-même aurait pu l'être. Ma mère a tout fait correctement après ça. Elle a cumulé 2 emplois, s'est assurée que je ne ressente jamais les difficultés financières. Elle est venue à tous les événements scolaires qu'elle pouvait, et m'a aimé de toutes les manières pratiques et visibles qui comptent. Mais elle était fatiguée. Elle était toujours fatiguée. Et quand on grandit en regardant la personne qui vous aime le plus au monde être épuisée par l'effort de tout maintenir, on apprend très tôt qu'avoir besoin des gens est un fardeau qu'il faut essayer de minimiser. Alors, j'ai minimisé. Je suis devenu doué pour ça. J'ai construit une version de moi-même qui était capable, autonome et utile aux autres, d'une manière qui ne m'obligeait pas à demander quoi que ce soit en retour. J'ai quitté Millhaven à 18 ans avec une bourse pour étudier les sciences de l'environnement dans une université à 3 heures au nord. Je me suis dit que j'étais excité, ce qui était en partie vrai. L'autre partie était du soulagement. Le soulagement d'une page blanche, de la chance d'être quelqu'un sans histoire à l'endroit où elle se trouvait. J'avais 23 ans quand je suis revenu. Pas par choix. Sarah m'a appelé un mardi matin avec un calme particulier dans la voix, qui signifie le contraire du calme. Elle m'a dit que ma mère avait eu un accident. Rien de catastrophique. Une mauvaise chute, un poignet cassé, une commotion cérébrale à surveiller. Mais elle était seule, elle avait besoin de quelqu'un, et j'étais la seule personne disponible. Je me suis dit que je resterais 2 semaines. Je suis resté 4 mois. C'est pendant ces 4 mois que tout est arrivé, ce qui est la façon dont la vie a tendance à fonctionner. J'ai remarqué qu'on fait un plan avec une sortie de secours bien définie, et puis le monde refuse tout simplement d'en honorer les termes. L'erreur que j'ai commise, le mauvais virage spécifique qui a tout déclenché, s'est produit un jeudi soir début octobre.
Je rentrais de la ville de ravitaillement à 40 minutes à l'est de Millhaven. J'ai pris une route que j'avais empruntée une centaine de fois. Sauf que cette nuit-là, il y avait quelque chose sur la route. Un animal, grand et sombre, se déplaçant avec une lenteur délibérée et blessée qui vous serre la poitrine involontairement. J'ai arrêté la voiture. Je suis sorti. C'était l'erreur. Toute personne ayant vécu près d'un territoire de meute sait qu'on n'arrête pas sa voiture pour de grands animaux après la tombée de la nuit. Et on ne sort surtout pas de la voiture. Je suis sorti de la voiture. Ce n'était pas un animal. Ou plutôt, ce n'était pas seulement un animal. Quand je me suis approché assez pour voir clairement, j'ai compris ce que je regardais. Un loup, massif, à la fourrure noire, avec une entaille sur son flanc gauche, couverte de sang si sombre qu'il paraissait presque noir dans les phares de la voiture. Il me regardait avec une intelligence qu'aucun loup ordinaire ne possède. Ses yeux avaient cette couleur or-ambrée si particulière que chaque enfant de Millhaven apprend à reconnaître avant d'apprendre à lire. Métamorphe. J'aurais dû remonter dans la voiture. Au lieu de ça, je me suis agenouillé. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi, même maintenant. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait. Pas avec agressivité, pas avec le calcul prédateur dont on m'avait prévenu depuis l'enfance. Il me regardait comme quelque chose vous regarde quand il n'a plus d'option, et que vous êtes la seule personne présente dans l'espace disponible. C'était, réalisai-je avec un étrange sentiment de vide dans la poitrine, la même façon dont je regardais parfois les choses quand j'étais fatigué de tout porter seul. J'ai sorti la trousse de premier secours de ma voiture. J'ai parlé tout le temps que je travaillais, d'une voix basse et régulière, de choses sans importance. Le temps, la route, une histoire sur le chat de Sarah qui n'était pas particulièrement intéressante, mais qui comblait le silence et donnait à mes mains quelque chose à suivre. Le loup ne s'est pas éloigné de moi. Il a permis le contact avec une immobilité qui ressemblait moins à une reddition qu'à une décision. Ça a pris 40 minutes. Quand j'ai eu fini et que j'avais utilisé tout ce qui était utile dans la trousse, je me suis assise sur mes talons et j'ai regardé le loup. Et le loup m'a regardé. Et aucun de nous n'a bougé pendant un long moment. Puis il s'est levé lentement, testant sa patte, la trouvant fonctionnelle. Il m'a regardé une fois de plus avec ses yeux impossibles. Puis il est entré dans la lisière des arbres et a disparu. J'ai conduit jusqu'à la maison, avec du sang sur les mains, et le sentiment étrange que quelque chose venait de se mettre en marche, quelque chose que je n'avais pas encore le vocabulaire pour nommer. J'ai découvert 4 jours plus tard à qui appartenait le loup que j'avais aidé. C'est Sarah qui me l'a dit, parce que c'est toujours Sarah qui me dit les choses que je préférerais découvrir progressivement et à mes propres conditions. Elle est arrivée chez ma mère un lundi matin avec 2 cafés et une expression que je reconnaissais comme sa version de « se préparer au pire ». Cela impliquait un certain resserrement autour des yeux et une façon de tenir sa tasse à 2 mains, même si elle n'était pas particulièrement lourde. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et a dit sans préambule, parce que Sarah n'a jamais cru au préambule, que le loup que j'avais aidé sur le bord de la route il y a 4 nuits n'était pas simplement un membre de la meute de passage. L'information à la frontière était précise, et elle lui était parvenue par le réseau particulier de conversation, soigneusement désinvolte, qui alimente le flux d'informations dans des villes comme Millhaven. Le loup près duquel je m'étais agenouillé dans le noir, et à qui j'avais parlé du chat de Sarah, était Cale Draven, roi alpha des confins du Nord. L'homme dont le territoire incluait techniquement la route sur laquelle je conduisais, la ville où j'avais grandi, et environ 4000 miles carrés de tout ce qui les entourait. Je l'ai fixé pendant un long moment, puis j'ai dit très calmement que j'avais besoin qu'elle répète ça. Elle l'a fait, avec les mêmes mots, dans le même ordre. Le café a refroidi pendant que je digérais l'information. Le problème, quand on aide accidentellement un roi alpha, c'est qu'il n'y a pas de catégorie claire pour ce qui se passe ensuite. Selon les règles ordinaires de la société des meutes, une personne non liée, sans affiliation, qui entrait sur le territoire de la meute sans permission et établissait un contact physique avec l'alpha, même avec des intentions bienveillantes, se trouvait dans une position juridiquement ambiguë, au mieux. Au pire, c'était considéré comme une violation territoriale à laquelle l'alpha avait tout à fait le droit de répondre comme il l'entendait. Cela allait d'un avertissement formel délivré par les représentants frontaliers de l'Alliance à quelque chose de considérablement moins confortable. J'avais grandi en connaissant ces règles de la manière abstraite dont on connaît les règles qui ne s'appliquent pas à soi. Sauf qu'elles s'appliquaient à moi. Elles s'étaient toujours appliquées à moi.
Je ne m'étais simplement jamais trouvé dans une situation qui les activait auparavant. Sarah m'a regardé digérer tout cela sur mon visage, puis a dit avec la douceur qu'elle réserve aux choses vraiment graves que cela n'avait probablement pas d'importance, car il n'allait rien faire à ce sujet. Elle avait entendu, par le même réseau prudent, que l'Alpha était retourné à la maison centrale et que les représentants frontaliers n'avaient reçu aucune instruction concernant l'incident. Ce qui, dans le protocole de la meute, signifiait qu'il avait été officiellement mis de côté. J'aurais dû me sentir soulagé. Je me sentais surtout mal à l'aise, car mettre quelque chose de côté officiellement n'est pas la même chose que si ça n'avait pas d'importance. J'avais travaillé dans suffisamment de contextes impliquant des personnes avec une autorité significative pour savoir que les choses auxquelles elles ne répondent pas publiquement sont parfois celles auxquelles elles prêtent le plus d'attention en privé. J'avais raison sur ce point, bien qu'il ait fallu encore 11 jours pour le découvrir. Il est venu chez ma mère. Pas seul. Les rois alpha ne vont nulle part vraiment seuls. Il y a toujours un périmètre, toujours une présence à distance. Mais s'il est venu à la porte lui-même, sans annonce, un mercredi après-midi, alors que ma mère dormait et que j'étais dans le petit jardin arrière, essayant de réparer le loquet de la barrière qui était cassé depuis avant mon départ pour l'université. J'ai entendu frapper, j'ai traversé la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée, et il était là. Il était plus grand que ce à quoi je m'attendais, ce qui était irrationnel étant donné que je l'avais vu en loup, et les loups donnent une idée raisonnable de l'échelle. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose intellectuellement et l'avoir debout sur votre seuil, dans un manteau gris, les mains dans les poches, vous regardant comme si vous étiez un problème qu'il n'avait pas encore décidé comment classer. Ses cheveux étaient sombres, un peu trop longs, repoussés en arrière d'une manière qui suggérait qu'ils avaient été délibérément arrangés plus tôt dans la journée et qu'il y avait passé les mains plusieurs fois depuis. Ses yeux étaient gris, pas le gris plat d'un ciel couvert, mais le gris complexe des eaux profondes quand la lumière les frappe sous le mauvais angle. Ils étaient scrutateurs, directs, et ne laissaient rien paraître. Il a dit, sans préambule, qu'il me devait quelque chose. J'ai dit que non. Il m'a regardé un instant, comme si j'avais dit quelque chose dans une langue qu'il connaissait, mais qu'il ne s'attendait pas à entendre dans ce contexte. Puis il a dit que là d'où il venait, les dettes étaient prises au sérieux. J'ai dit que là d'où je venais, aider une créature blessée n'était pas quelque chose qu'on inscrivait sur un registre. Quelque chose a changé dans son expression. C'était très petit, à peine le mouvement d'un seul muscle, mais j'avais toujours été doué pour lire les visages. Et je l'ai remarqué. Ce n'était pas de l'irritation. C'était quelque chose qui ressemblait plus à de la surprise. La surprise spécifique de quelqu'un à qui une personne, qui avait toutes les raisons sociales de ne pas le faire, venait de parler franchement. Il est resté 23 minutes. Nous sommes restés sur le seuil tout le temps, car je ne l'ai pas invité à entrer, et il n'a pas demandé à être invité. Il m'a dit, et c'est ce qui m'a le plus déconcerté dans toute cette rencontre, que si j'avais besoin de quoi que ce soit pendant mon séjour à Millhaven, je devais le faire savoir par le bureau de la frontière, et on s'en occuperait. Il l'a dit comme quelqu'un qui énonce une politique, clairement et sans attendre de réponse. Puis il est parti. J'ai fermé la porte, et je suis resté dans mon couloir pendant plusieurs minutes, sans rien faire. Sarah a appelé ce soir-là pour demander ce qui s'était passé, car la présence du périmètre avait été remarquée par 3 personnes distinctes dans le voisinage immédiat, et le réseau avait des opinions. Je lui ai dit que le roi Alpha était venu me dire qu'il me devait une dette, et elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit très doucement que je devais être prudente. Pas parce qu'il était dangereux, bien qu'il le fût, mais à cause d'autre chose. Quelque chose qu'elle avait du mal à articuler, et qu'elle a finalement décrit comme la façon dont les gens regardent quand ils prêtent le genre d'attention qu'ils ne peuvent pas se permettre de prêter. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit qu'elle n'en était pas encore sûre, mais qu'elle pensait que je devais le savoir. Je suis resté éveillé cette nuit-là plus longtemps que d'habitude. Dehors, le vent d'octobre faisait quelque chose de compliqué dans les arbres, et le territoire frontalier était calme de sa manière particulière et chargé. Le silence d'un lieu qui n'est jamais totalement dépourvu de conscience. J'ai pensé aux yeux gris, aux dettes non sollicitées, et à la façon dont une personne pouvait se tenir sur votre seuil pendant moins d'une demi-heure, et vous laisser avec le sentiment persistant que l'air de votre maison avait été réarrangé. Je me suis dit que ce n'était rien. J'avais passé ma vie à me dire que les choses n'étaient rien. J'étais très entraîné à ça. Mais il y a une limite à la durée d'une habitude,
quand les preuves du contraire ne cessent d'arriver à votre porte sans y être invité. Il est revenu, pas immédiatement, pas d'une manière qui s'annonçait ou exigeait d'être reconnu. 9 jours après la conversation sur le seuil, j'étais au marché de Millhaven un samedi matin, achetant le type spécifique de camomille séchée que le médecin de ma mère avait recommandé pour son sommeil. Et j'ai pris conscience de sa présence comme on prend conscience d'un changement de temps. Un changement dans l'atmosphère, une densité dans l'air à ma gauche, qui n'était pas là 30 secondes auparavant. Il regardait les étals du marché, avec l'expression d'un homme qui n'avait pas volontairement assisté à un marché du samedi de sa vie d'adulte, et qui découvrait maintenant que ce n'était ni aussi mauvais, ni aussi utile qu'il l'avait prévu. Il était en civil, ou ce qui passait pour des vêtements civils quand on avait sa prestance. Un pantalon sombre, un manteau similaire à celui du seuil, aucun signe visible de son rang. Mais à Millhaven, tout le monde savait. On pouvait le voir dans la façon dont les vendeurs ajustaient leur posture à son passage, sans sembler remarquer qu'ils le faisaient. La déférence inconsciente des gens à proximité d'une autorité qu'ils ont été calibrés pour reconnaître. Il m'a remarqué environ 3 secondes après que je l'ai remarqué. Nos regards se sont croisés par-dessus un étal de légumes, et j'ai eu l'expérience très spécifique de quelqu'un qui a été surpris en train de faire quelque chose, alors qu'il ne faisait techniquement rien de mal. J'étais immobile, tenant un sac en papier de fleurs de camomille. Je n'avais aucune raison de me sentir prise sur le fait. Et pourtant, il s'est approché. Apparemment, c'était simplement ce qu'il faisait. Il a dit bonjour de cette voix basse et égale, et j'ai répondu bonjour parce que j'ai été élevé avec des manières, même quand les manières sont incommodes. Il a regardé la camomille. Il a demandé si c'était pour moi. Je lui ai dit que c'était pour ma mère, qu'elle avait du mal à dormir depuis l'accident. Il a hoché la tête une fois, le petit hochement réfléchi de quelqu'un qui classe une information plutôt que d'y répondre. Puis il a dit, sans passer par aucune transition conversationnelle, qu'il avait réfléchi à ce que j'avais dit à propos du registre. J'ai demandé quelle partie. Il a dit la partie où je disais de ne pas inscrire la gentillesse sur un registre. Il a dit que ce n'était pas comme ça qu'on lui avait appris à penser à l'obligation. Que dans son monde, tout était comptabilisé, parce que la comptabilité était le seul système juste. La seule façon de s'assurer que rien ne restait sans reconnaissance et que rien n'était pris pour acquis. Mais qu'il avait envisagé la possibilité qu'il y ait une catégorie de choses qui résistaient peut-être à la comptabilité. Qui existaient en dehors du registre, par leur nature même. Je les regardais un moment. C'était, je le réalisais, un homme qui réfléchissait aux choses entre les conversations, puis revenait pour les continuer comme si aucun temps ne s'était écoulé. Comme si la conversation avait simplement été mise en pause plutôt que terminée. J'ai dit que je pensais qu'il avait raison, qu'il y avait une telle catégorie, que la plupart des choses qui comptaient le plus y vivaient. Il m'a regardé avec ses yeux d'eau profonde pendant un long moment. Puis il a dit qu'il supposait que cela signifiait qu'il devrait trouver un autre moyen de ne plus rien me devoir. J'ai dit qu'il ne me devait rien. Nous avions déjà établi cela. Il a dit, avec quelque chose dans la voix qui n'était pas tout à fait un sourire mais qui occupait le même voisinage, qu'il était conscient que nous l'avions établi. Il choisissait d'être en désaccord. Après cela, il a acheté un sac de pommes à l'étal le plus proche, dont je soupçonnais qu'il n'avait absolument aucun besoin personnel, et il est parti. Je suis resté près de l'étal de camomille pendant quelques minutes après son départ, tenant mon sac en papier, essayant d'identifier ce qui se passait dans ma poitrine. Ce n'était pas tout à fait la chose que je craignais que ce soit. C'était quelque chose de plus étrange et de plus silencieux que cela. C'était le sentiment d'être vu par quelqu'un qui n'était pas censé regarder. Sarah avait un mot pour Cale Draven, qu'elle déployait avec précision chaque fois que son nom apparaissait dans la conversation. Le mot était compliqué. Elle ne l'utilisait pas comme une insulte. Elle l'utilisait comme on décrit un terrain qui récompense une navigation prudente. Il était roi alpha depuis l'âge de 26 ans, ce qui était extraordinairement jeune. Et les circonstances qui l'entouraient étaient le genre d'histoire que les gens des villes frontalières racontaient à voix basse et avec le soin particulier réservé aux choses qui sont à la fois vraies et douloureuses. Ses parents avaient été tués par une faction rivale quand il avait 24 ans. Il avait passé 2 ans à gérer les retombées, les défis de pouvoir interne et le deuil. Tout cela simultanément, tout cela publiquement, tout cela sous le regard de cette meute qui attendait de voir s'il allait se briser. Il ne s'était pas brisé, il s'était calcifié. C'est ce qui a sauvé l'Alliance et ce qui lui a coûté.
Sarah pensait que c'était quelque chose d'essentiel à propos de la douceur. Sans cœur, disaient les gens. Mais Sarah, qui était plus précise que la plupart, disait qu'elle pensait que le mot plus exact était blindé, ce qui était différent. Un blindage impliquait qu'il y avait quelque chose à protéger en dessous. Je ne voulais pas m'intéresser à ce qu'il y avait en dessous. Je veux être clair à ce sujet. J'essayais très explicitement de ne pas m'y intéresser. Je rentrais chez moi, dans ma vraie vie, dans 8 semaines. J'avais des projets. J'avais un poste de recherche qui m'attendait. J'avais construit une vie à une distance prudente de tout ce qui pourrait la compliquer. Et je n'avais aucune intention de démanteler cette structure pour un homme dont l'idée de ne rien devoir à quelqu'un impliquait de se présenter sans y être invité dans les endroits où cette personne se trouvait. Puis, il a envoyé la camomille. Pas seulement de la camomille. Un colis est arrivé à la porte de ma mère le mardi suivant, sans mots, contenant 3 sortes d'herbes pour le sommeil. Une teinture d'un herboriste de la Meute, que la lettre d'accompagnement du bureau de la frontière décrivait comme considérablement plus efficace que les variétés séchées standards. Et un petit pot de quelque chose d'ambré et de doré comme le miel, avec une étiquette manuscrite d'une écriture sévère et pourtant soignée, pour des nuits reposantes. Aucun registre sous-entendu. Ma mère, qui ne savait rien du marché, du seuil de la porte et du roi alpha aux yeux gris qui ne cessait d'apparaître dans mon voisinage, a tenu le pot à la lumière et a dit que c'était très attentionné de la part de celui qui l'avait envoyé. Je ne lui ai pas dit qui l'avait envoyé. Je suis resté avec le sentiment que cela me procurait à la place, et j'ai essayé de le nommer avec précision. C'était le sentiment de quelqu'un qui fait une chose douce et qui se donne du mal pour s'assurer que cela ne ressemble pas à une revendication. Comme s'il comprenait d'une manière ou d'une autre que ce que je trouverais le plus menaçant n'était pas l'autorité, mais l'obligation. Comme s'il contournait soigneusement la forme exacte de mes défenses sans qu'on lui ait jamais dit ce qu'elles étaient. Cela m'a effrayé considérablement, plus que sa réputation ne l'avait fait. Il y a un danger spécifique à s'habituer à quelqu'un. Cela se produit progressivement, ce qui est la méthode la plus insidieuse de toutes. On ne le remarque pas pendant que ça se produit, car chaque moment individuel semble petit. Une deuxième rencontre au marché, celle-ci plus brève. Un hochement de tête et quelques mots échangés sur le froid, qui arrive plus vite cette année que l'année dernière. Un mardi après-midi, alors que je prenais le long chemin du retour de la pharmacie, il s'est mis à marcher à côté de moi sur 2 pâtés de maison sans explication. Il parlait de sa manière posée de quelque chose qu'il avait lu, puis il a tourné à gauche au coin de la rue sans dire au revoir, comme si nous étions simplement 2 personnes dont les chemins s'étaient brièvement croisés. Un jeudi soir, j'ai entendu quelque chose bouger dans le grand chêne au fond du jardin de ma mère. J'ai regardé et j'ai vu la silhouette reconnaissable d'un loup noir s'installer contre les racines, comme s'il avait décidé de s'y reposer. Ce qu'il a fait pendant 1 heure, puis il a disparu. Aucune de ces choses n'était importante. Collectivement, elles faisaient quelque chose à mon architecture intérieure que j'essayais activement de ne pas examiner de trop près. Ma mère allait mieux. C'était une bonne chose. C'était aussi la chose qui démantelait tranquillement ma raison de rester, ce dont je me suis aperçu être plus ambivalente que je n'aurais dû. J'ai appelé mon directeur de recherche et j'ai repoussé la date de retour de 2 semaines, en invoquant la convalescence de ma mère, ce qui était vrai. Je me suis dit que cela n'avait rien à voir avec le passage d'octobre à novembre, ni avec la qualité particulière de la lumière sur le territoire frontalier au crépuscule, ni avec la façon dont un homme que je connaissais à peine avait réussi à devenir une présence dans mes journées, sans jamais demander la permission ni annoncer ses intentions. Sarah a remarqué. Sarah remarque toujours tout. Elle n'a rien dit pendant 2 semaines, ce qui était inhabituel pour elle. Et puis un soir, alors que nous étions assises dans son petit salon à boire du vin, elle a dit sans me regarder qu'elle allait dire quelque chose et que je pouvais l'ignorer si je le voulais. J'ai dit que j'écoutais. Elle a dit que, d'après ses observations, Cale Draven n'avait pas l'habitude de prêter le genre d'attention qu'il semblait me porter. Qu'elle avait vécu à la frontière toute sa vie et qu'elle avait vu comment il se déplaçait dans le monde, avec efficacité, avec un but, sans détour. Les détours qu'il avait faits en direction de la maison de ma mère, du marché et du chemin de la pharmacie n'étaient, à son avis réfléchi, pas fortuits. J'ai dit que je ne savais pas quoi faire de ça. Elle a dit qu'elle ne savait pas non plus, mais qu'elle pensait que je méritais que ce soit dit à voix haute plutôt que de le laisser s'accumuler dans les coins de mes pensées, où j'essayais clairement de le contenir.
Nous n'en avons plus parlé ce soir-là, mais cela a changé quelque chose dans la façon dont j'ai vécu les jours suivants. Je suis devenu plus consciente de l'endroit où j'étais et de qui pouvait se trouver à proximité, de la texture particulière de l'air à certains moments, de moi-même d'une manière qui était inconfortable et aussi, tranquillement, autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'anticipation. La nuit qui a tout changé était un vendredi. Ma mère s'était couchée tôt. Sarah était rentrée chez elle, et j'étais seul dans la maison d'une manière qui aurait dû sembler ordinaire, et qui, au contraire, semblait amplifiée. Je lisais à la table de la cuisine quand j'ai entendu quelque chose dehors qui n'était ni le vent, ni un animal, mais le son spécifique d'une situation qui évoluait rapidement dans une direction à laquelle je n'étais pas préparé. Je suis allé à la fenêtre. Dans la rue, devant la maison, 3 hommes que je ne reconnaissais pas avaient une conversation avec le genre de langage corporel qui n'est pas du tout une conversation. L'un d'eux était poussé. Il a heurté violemment le muret du jardin et ne s'est pas relevé immédiatement. Les 2 autres étaient du genre costaud qui suggère un but plutôt qu'une coïncidence. J'aurais dû appeler quelqu'un. J'étais déjà à la porte d'entrée. C'est le truc quand on grandit comme j'ai grandi. On développe des réflexes face à l'injustice qui court-circuitent l'étape de la pensée rationnelle. Ma mère appelait ça de l'imprudence. Sarah appelait ça noble et mal avisé. Moi, j'appelais ça simplement ce que je faisais. Je suis sorti et j'ai dit très fort que la rue était bien éclairée, que c'était un quartier résidentiel et que j'avais déjà appelé la patrouille frontalière, ce qui était un mensonge, dit avec un engagement total. Les 2 hommes costauds m'ont regardé. Puis il s'est passé quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris. Ils ont regardé quelque chose derrière moi, et leurs expressions ont changé d'une manière immédiate et complète, comme une lampe qu'on éteint. L'agressivité s'est simplement dissipée. Ils sont partis rapidement, sans discussion. L'homme contre le mur, un jeune de la meute à son odeur, un membre périphérique à en juger par ses vêtements, s'est relevé et s'est éclipsé dans l'autre direction. Je me suis retourné. Cale se tenait à 3 mètres derrière moi sur le trottoir. Il était apparemment arrivé à un moment donné pendant mon intervention et avait fait ce qu'il faisait apparemment sans effort. Être présent dans un espace d'une manière qui réorganisait tout autour de lui sans nécessiter la moindre action visible. Il m'a regardé pendant un long moment. Je ne pouvais pas lire entièrement son expression sous le lampadaire. Puis il a dit doucement, et avec une précision qui semblait délibérée, que je venais de sortir d'une maison, non armé et seul, en direction de 2 hommes dont je ne connaissais pas les affiliations. J'ai dit que j'avais évalué la situation et pris une décision. Il a dit que la situation que j'avais évaluée incluait 2 membres d'une faction rivale qui ne devaient spécifiquement pas être engagés sans le soutien de la meute. J'ai dit que je ne le savais pas. Nous nous sommes regardés. Il y avait quelque chose dans l'air entre nous qui n'était ni le froid, ni le lampadaire, ni rien pourquoi j'avais un nom clair. Puis il a dit très doucement, « Entre. Il y a des choses que tu devrais savoir sur ce qui se passe à cette frontière. » Et moi, qui avais passé toute ma vie d'adulte à faire attention à qui je laissais franchir ma porte, je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Il s'est assis à la table de la cuisine de ma mère comme un homme habitué à s'approprier n'importe quel espace sans y faire de revendications visibles. Pas expansif, pas dominant de la manière physique à laquelle je m'attendais. Simplement installé, comme si l'immobilité était quelque chose qu'il portait avec lui et déposait dans n'importe quelle pièce où il entrait. J'ai préparé du thé pour m'occuper les mains. Il n'en avait pas demandé, mais il l'a accepté quand je l'ai posé devant lui, enroulant ses 2 mains autour de la tasse dans un geste si ordinaire qu'il m'a prise au dépourvu. Il y a quelque chose chez une personne extrêmement puissante qui fait quelque chose de tout à fait banal, qui est plus désarmant que tout ce qui pourrait être délibéré. Il m'a raconté ce qui se passait à la frontière, sans détour, sans la gestion de l'information à laquelle je m'attendais, sans la rétention stratégique que les personnes puissantes ont tendance à déployer par principe. Il y avait un conflit de factions au sein d'une des meutes périphériques depuis plusieurs mois. C'était en cours de gestion, mais ses effets secondaires se propageaient sur le territoire frontalier. Cela signifiait que la zone tampon habituelle entre les districts adjacents aux humains et le conflit actif de la meute était plus mince qu'elle ne devrait l'être. Les hommes dehors ce soir étaient des éclaireurs affiliés à la faction contestataire. Ils n'étaient pas là pour moi ou pour l'homme contre le mur spécifiquement. Mais ce n'était pas un réconfort significatif quand la distinction entre un préjudice ciblé et un préjudice fortuit était purement académique dans son résultat.
Il a dit qu'il me disait cela parce que je vivais actuellement dans la zone affectée et parce que mon habitude de prendre des décisions indépendantes sur des situations dont je n'avais pas le contexte complet allait finir par créer un problème. J'ai dit que j'appréciais l'information. Il a dit qu'il n'en était pas sûr, à en juger par mon expression. J'ai dit que l'expression sur mon visage était l'expression de mon visage et qu'il ne devait pas la surinterpréter. Quelque chose est arrivé à son expression que je commençais à reconnaître comme sa version de presque sourire. C'était très subtil, un léger changement autour des yeux, un changement infime dans le pli de sa bouche, mais c'était là. Et je devenais calibré à cela d'une manière que je trouvais à la fois utile et problématique. Nous sommes restés assis à la table de la cuisine pendant 1 h 20. Pour être tout à fait honnête, je devrais dire que la situation à la frontière a peut-être occupé les 30 premières de ces minutes. Les 50 restantes étaient quelque chose de plus difficile à catégoriser. Il m'a posé des questions sur mes recherches, non pas pour faire la conversation, mais comme quelqu'un qui suivait sincèrement le fil de quelque chose qu'il commençait à trouver intéressant. Je lui ai parlé du projet, une étude à long terme sur la santé des bassins versants dans les territoires où l'activité des meutes croisait des zones écologiques protégées. Et il a posé des questions précises et informées, qui m'ont obligé à réfléchir avant de répondre, ce que je n'avais pas anticipé. Je lui ai demandé, quelque part dans la seconde moitié de cette heure, comment il avait appris l'écologie des bassins versants. Il a dit que gouverner 4000 miles carrés signifiait avoir une connaissance pratique de la plupart des systèmes qui les maintenaient fonctionnels, que la Terre n'était pas séparée de la meute qui la détenait, que tout était lié à tout le reste, et qu'un roi qui ne comprenait pas ce dont il était responsable était un handicap pour la chose qu'il était censé protéger. J'ai réfléchi à cela un moment, puis j'ai demandé, avant de pouvoir décider si c'était une question judicieuse, qui lui avait appris cela. La façon dont il en parlait ne semblait pas provenir de documents politiques. Cela ressemblait à quelque chose appris d'une personne. Il est resté silencieux un moment, assez longtemps pour que j'envisage de retirer ma question. Puis il a dit que c'était sa mère. Qu'elle avait été celle qui insistait sur le fait que la terre comptait autant que les gens qui y vivaient. Qu'on ne pouvait pas avoir des gens en bonne santé sur une terre épuisée, et qu'on ne pouvait pas avoir une meute forte sur un territoire dont on ne s'occupait pas activement. J'ai demandé si elle était toujours là. Il a dit non, simplement et sans inflexion. La façon dont quelqu'un dit une chose qu'il a eu beaucoup l'habitude de dire, d'une manière qui clôt le sujet avant qu'il ne puisse devenir une intrusion. J'ai dit que j'étais désolé, simplement et sans fioriture, parce que j'avais déjà reçu des condoléances élaborées et je savais qu'elles étaient surtout pour la personne qui les présentait. Il m'a regardé par-dessus la table de la cuisine avec une expression que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer, et a dit « merci », d'une voix légèrement différente de sa voix habituelle. Pas plus douce, exactement, mais plus sans défense. Comme si le mot venait d'un endroit qui n'envoyait habituellement rien vers l'extérieur. Il est parti juste après minuit. À la porte, il s'est arrêté et a dit que pour le reste de mon séjour à Millhaven, je devrais dire à quelqu'un mon itinéraire chaque fois que je sortirais après la tombée de la nuit. Il l'a dit comme une suggestion. De Massey. Cela avait le poids de plus qu'une suggestion, mais c'était formulé comme une suggestion, et j'ai compris que la formulation était intentionnelle. J'ai dit que je le ferais. Il a hoché la tête, puis il est parti, et la cuisine semblait différente, comme le sont les pièces quand elles ont brièvement contenu quelque chose en dehors de leur contenu ordinaire. Je suis resté à l'évier, rinçant les tasses, et j'ai reconnu avec une grande clarté que j'étais en mauvaise posture. Pas le genre de problème dramatique dont on m'avait prévenu. Un problème plus silencieux, le genre qui s'accumule dans la gravité spécifique de la présence d'une personne, l'intelligence particulière de ses questions, et la façon dont elle parle de sa mère au passé, les mains enroulées autour d'une tasse, et les yeux quelque part entre cette pièce et une distance que vous ne pouvez localiser sur aucune carte. Je partais dans 6 semaines. J'allais partir dans 6 semaines. J'ai lavé les 2 tasses, les ai séchées et les ai rangées dans le placard où elles appartenaient. Je suis allé me coucher et je suis resté éveillé dans le noir, écoutant le vent d'automne et me répétant que j'allais bien. Le problème quand on est en mauvaise posture, c'est que ça n'attend pas un moment opportun pour s'annoncer. C'était 10 jours après la soirée à la table de la cuisine, un dimanche, et j'étais sorti plus tôt que d'habitude parce que ma mère m'avait demandé d'aller chercher quelque chose chez l'herboriste à l'est de la ville. La matinée était froide et claire, avec la luminosité particulière de l'air de novembre qui donne l'impression que tout a été récemment rincé.
Je prêtais attention au froid, à la luminosité et à la liste dans ma poche, et non au véhicule qui est arrivé trop vite au coin de la route étroite sur laquelle je marchais. On m'a dit par la suite que c'était arrivé rapidement. C'est exact. Je me souviens du son, qui était beaucoup plus proche qu'il n'aurait dû l'être, puis je me souviens de la qualité particulière d'un très mauvais moment. Et puis je me souviens du sol. Ensuite, je ne me souviens de rien pendant un moment. L'hôpital de la grande ville la plus proche était à 40 minutes de Millhaven. Je le sais, parce que Sarah me l'a raconté plus tard, avec la précision spécifique de quelqu'un qui avait vécu ces 40 minutes d'une manière qu'elle ne voulait pas décrire en détail. Elle avait été appelée parce qu'elle était le contact d'urgence que ma mère ne savait pas que j'avais mis à jour. Le raisonnement à l'époque avait été pratique. Ma mère était encore en convalescence, encore fragile, encore la personne que j'étais à Millhaven pour soutenir. Sarah était capable et calme, comme le sont les gens qui ont déjà survécu à plusieurs épreuves dans leur vie. Elle a quand même appelé ma mère. Certaines décisions ne nous appartiennent pas pour les autres. Ma mère est arrivée à l'hôpital 2 heures après moi. Et Sarah a dit qu'elle avait été remarquable, ce qui était le mot juste pour elle. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit, m'a tenu la main et n'a pas pleuré là où quelqu'un pouvait la voir, ce qui est la chose la plus typique de ma mère qui soit jamais arrivée. Ce que Sarah ne m'a pas dit avant bien plus tard, c'est qui d'autre avait été là. Elle me l'a dit par bribes. La façon dont on dit quelque chose à quelqu'un, quand on n'est pas sûr de la façon dont il le recevra et qu'on veut pouvoir surveiller la réception au fur et à mesure. La première bribe était qu'il y avait eu d'autres personnes présentes à l'hôpital. Des membres de la meute, 2 d'entre eux, qui étaient apparus dans la salle d'attente moins de 40 minutes après mon arrivée. Ils n'avaient parlé à personne et n'avaient rien demandé. Ils ont simplement occupé 2 chaises dans le coin et y sont restés avec l'immobilité patiente de personnes exécutant une directive silencieuse. La deuxième bribe était que la directive venait de plus haut. Elle n'a pas eu besoin de préciser d'où. La troisième bribe est celle qui m'a anéanti. Cale a dit qu'à un moment donné, au plus profond de la nuit, lorsque mon état avait été reclassé de stable à quelque chose que les médecins décrivaient avec un langage prudent, et que sa propre peur était devenue quelque chose qu'elle gérait heure par heure, elle était sortie dans le couloir pour chercher de l'eau. Et elle avait trouvé Cale dans le couloir, devant ma chambre. Il n'était pas là pour une raison officielle. Il n'avait pas fait passer de message par le bureau de la frontière ni rien, arrangé par les canaux appropriés. Il était simplement là, debout dans un couloir d'hôpital à 3 heures du matin, en civil, avec une expression sur son visage qu'elle a dit ne pas s'attendre à voir et ne pas pouvoir décrire entièrement. Elle a dit que c'était le visage de quelqu'un qui n'avait plus les ressources pour garder son sang-froid. Elle lui a dit que j'étais toujours là-dedans, à me battre, parce que c'était vrai et parce qu'elle pensait qu'il devait l'entendre. Il a hoché la tête. Il l'a remercié avec la courtoisie précise de quelqu'un pour qui la courtoisie est une seconde nature, même quand tout le reste a mal tourné. Et puis elle est allée chercher son eau, et quand elle est revenue, il était parti. Elle n'a pas vu ce qui s'est passé dans l'heure qui a suivi. Elle l'a reconstitué à partir de ce que l'infirmière de nuit a mentionné le lendemain matin, et de ce qu'elle avait observé plus tôt dans la soirée quand elle avait regardé par la fenêtre de ma porte et vu quelque chose qu'elle n'avait pas mentionné jusqu'à présent. Elle a dit que lorsqu'elle avait regardé par la fenêtre, elle avait vu Cale debout à côté de mon lit. Pas assis, debout, les bras le long du corps, à la manière de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ses mains dans une situation où les mains ne peuvent pas aider. Et puis il s'était déplacé vers le mur de pierre à côté de la fenêtre, et il avait posé sa main à plat contre lui et baissé la tête, et elle avait vu ses épaules faire cette chose pour laquelle elle n'avait pas de mots, à part « humain ». Complètement et entièrement humain. Elle m'a raconté cela 3 jours après que j'ai été assez stable pour de longues conversations, assise sur la chaise que ma mère avait occupée pendant la majeure partie des 72 heures précédentes, tenant son café à 2 mains. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Puis j'ai dit son nom, juste son nom, doucement, parce que c'était la seule chose qui semblait convenir à l'espace que l'histoire avait ouvert. Sarah a dit qu'elle pensait que je devais savoir. Elle a dit qu'elle était désolée si cela compliquait les choses. Elle a aussi dit, avec le pragmatisme doux que j'aimais le plus chez elle, que d'après son expérience, les choses qui en valaient la peine étaient toujours celles qui compliquaient les choses. Je suis resté dans ce lit d'hôpital pendant encore 4 jours. Ma mère venait tous les jours. Sarah venait tous les jours. Diverses personnes pratiques sont venues confirmer diverses choses pratiques sur ma convalescence, mon calendrier et l'incident, qui avait été jugé comme une négligence du conducteur,
et été traité par les canaux appropriés. Cale n'est pas venu. Je ne savais pas quoi faire du poids de cela, à côté du poids de ce que Sarah m'avait dit. Avec l'image d'un homme que tout le monde m'avait dit être sans cœur, debout dans un couloir d'hôpital à 3 heures du matin, pour aucune raison qui pourrait être classée comme affaire officielle. Debout contre un mur, comme les gens se tiennent contre les murs quand ils n'ont plus d'autres options. J'y ai pensé pendant les longues et calmes heures d'hôpital. J'ai pensé aux registres et à ce qui vivait en dehors d'eux. J'ai pensé aux yeux gris, aux achats de pommes et à 1h20 à une table de cuisine. J'ai pensé à la retenue spécifique de quelqu'un qui donne avec soin, ne demande pas de reconnaissance et s'en va avant qu'on puisse le voir faire l'un ou l'autre. Je pensais que je commençais à comprendre quelque chose. Je n'étais pas encore sûr que le comprendre allait m'aider du tout. Il est venu à l'hôpital le 5e jour, en fin d'après-midi, quand le service était calme, que ma mère était partie chercher à manger, que Sarah travaillait, et que j'étais seul pour la première fois depuis des jours, avec rien d'autre que la fenêtre, la lumière pâle de novembre qui la traversait, et mes propres pensées pour compagnie. Je l'ai entendu avant de le voir. Ou plutôt, j'ai senti le changement dans l'air que sa présence créait, auquel j'étais maintenant apparemment assez sensible pour le détecter avant qu'il n'arrive physiquement dans mon champ de vision. Il est apparu dans l'embrasure de la porte et s'y est arrêté, une main sur le cadre. Nous nous sommes regardés à travers la pièce. Il avait l'air, je vais le dire franchement, d'être au plus mal. Pas comme quelqu'un qui a été physiquement blessé, mais comme quelqu'un qui n'a pas dormi correctement depuis plusieurs jours et qui fonctionne avec quelque chose qui n'est pas tout à fait du bien-être, ni tout à fait de l'adrénaline, mais qui se situe inconfortablement entre les deux. Il y avait des cernes sous ses yeux qui n'étaient pas là avant. Son manteau était le même que celui du seuil il y a des semaines, ce qui me disait que c'était celui qu'il prenait quand il ne pensait pas à quoi prendre. Sa mâchoire était serrée comme elle l'était toujours quand il gérait quelque chose d'interne. Il a dit depuis l'embrasure de la porte qu'il était content que j'aille bien. J'ai dit depuis le lit que j'en étais contente aussi. Il n'est pas entré plus loin dans la pièce immédiatement. Il m'a regardé d'une manière différente de toutes les autres fois où il m'avait regardé, et j'avais maintenant catalogué assez de ses expressions pour en avoir une taxonomie raisonnable. Celle-ci ne correspondait à aucune catégorie existante. Elle était trop ouverte, trop directe. C'était le regard de quelqu'un qui avait passé plusieurs jours à proximité d'une peur qu'il ne pouvait pas maîtriser et qui en était sorti avec moins de capacité à garder ses distances qu'il n'en avait eu en y entrant. Il a dit, toujours depuis l'embrasure, qu'il lui devait une explication. J'ai dit qu'elle ne voyait pas ce qu'il voulait dire. Il a dit qu'il pensait qu'elle le voyait probablement. Il est entré dans la pièce, puis s'est assis sur la chaise qui avait accueilli ma mère et Sarah en rotation pendant 5 jours, ce qui était une chose étrange à remarquer. Mais je l'ai remarqué. Il s'est assis avec les coudes sur les genoux, les mains vaguement jointes et les yeux sur le sol un instant avant de me regarder. Il a dit qu'il n'était pas doué pour ça, que j'aurais besoin de le savoir dès le départ. J'ai demandé ce qu'était ça. Il a dit, parler des choses qui comptaient pour lui, qu'on lui avait appris tôt et par nécessité à gérer ce qui était visible, que c'était une habitude si profondément ancrée dans sa structure que démanteler même une petite partie de celle-ci n'était pas quelque chose qu'il pouvait faire avec grâce. J'ai dit que je n'avais pas besoin de grâce. Il m'a regardé avec cette expression changée. Puis il a dit que la nuit où j'avais été à l'hôpital, quand les médecins étaient prudents avec leur langage, il s'était tenu dans cette pièce et avait compris quelque chose qu'il avait réussi à ne pas comprendre pendant plusieurs semaines. Que la distance prudente qu'il avait maintenue, les approches mesurées, les choses non dites parce que les dire clairement constituerait une sorte de revendication qu'il ne se sentait pas le droit de faire, tout cela était devenu sans importance d'une manière qui n'était pas un choix. Qu'il ne savait pas quoi faire des sentiments qu'il éprouvait pour quelqu'un dont la sécurité n'était pas sa responsabilité officielle, qui n'avait jamais demandé son attention et qui allait partir dans un certain nombre de semaines qu'il comptait sans reconnaître pleinement qu'il les comptait. Il l'a dit de cette voix plate et claire, sans drame, sans fioriture. La façon dont il disait tout, comme si chaque mot avait été évalué avant d'être déployé. J'ai écouté tout cela. Puis j'ai dit, depuis le lit, avec tous les tubes et les moniteurs encore attachés, et la lumière de novembre devenant dorée et fine à travers la fenêtre, que moi aussi, j'avais compté les semaines, que je n'étais pas sûr de vouloir m'arrêter. Le silence qui a suivi n'était pas vide. C'était le genre de silence qui est plein de la chose qui vient d'être comprise par 2 personnes simultanément et qui n'a pas encore été traduite en ce qui se passe ensuite.
Il a tendu la main et a posé la sienne sur la mienne, sur la barrière du lit. Sa main était chaude, et le contact était prudent et délibéré. Il disait des choses pour lesquelles il n'avait pas encore de vocabulaire, et moi non plus. Mais nous n'avions pas besoin de vocabulaire pour ça maintenant. Pour l'instant, la main suffisait. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que ma mère revienne avec de la nourriture. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, a regardé l'homme assis sur sa chaise avec sa main sur celle de sa fille, et a dit sans hésiter qu'il y avait assez de soupe s'il voulait rester. Il est resté. Il s'est assis au pied de mon lit, pendant que ma mère lui posait exactement les questions que je m'attendais à ce qu'elle pose, et aucune de celles que je craignais qu'elle pose. Et il a répondu à toutes, avec une franchise qui a semblé gagner son approbation, presque immédiatement. Ma mère a toujours eu un instinct précis pour les gens, et elle l'a déployé efficacement. Au moment où la soupe était terminée, elle avait établi qu'il était sérieux, qu'il était quelqu'un qui avait connu une perte réelle, et qu'il réfléchissait attentivement avant de parler. Toute chose qu'elle appréciait par-dessus tout. Après son départ pour la soirée, elle m'a dit en sortant, en me serrant la main, qu'il avait des yeux gentils. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus importante. J'y ai pensé longtemps après son départ, alors qu'il était resté et que le service s'était calmé autour de nous, et que l'obscurité de novembre était complètement arrivée dehors. Des yeux gentils, pas ce que quelqu'un d'autre avait jamais dit, pas ce que les histoires disaient, pas ce que la réputation disait. Mais c'était ma mère. Elle avait généralement raison. La guérison n'est pas linéaire, elle n'est pas silencieuse, et ce n'est pas l'arc narratif propre que le mot suggère. C'est 4 pas en avant et un faux pas en arrière. 3 jours à se sentir presque normal, suivi d'un jour à se sentir comme si son corps était celui d'un étranger. C'est frustrant d'une manière spécifique et lancinante, différente de la douleur dramatique de l'événement initial. Parce que la douleur initiale a au moins la dignité de l'échelle. La guérison est juste petite, implacable, et exige une patience avec soi-même qu'on n'a pas nécessairement développée. J'avais très peu de patience avec moi-même. Ce n'était pas une information nouvelle, mais elle est devenue nouvellement pertinente. Ce qui était nouveau, c'était Cale. Il venait tous les jours, pas pour de longues visites et sans annonce, mais avec une constance que je trouvais à la fois rassurante et alarmante. Parce que j'en devenais dépendante d'une manière dont je n'avais jamais été dépendante de quelque chose d'extérieur auparavant. Il apportait parfois des choses. Pas des fleurs, ce que j'appréciais, car les fleurs dans les chambres d'hôpital m'ont toujours semblé être une reconnaissance de l'impuissance plutôt qu'un réconfort. Il apportait des choses pratiques. Un livre qu'il pensait que je trouverais intéressant, ce qui fut le cas, plus que je ne lui ai admis immédiatement. Un thé spécifique que l'herboriste de la Meurthe avait recommandé pour la guérison interne, qui avait le goût de la forêt, et que je buvais chaque matin à son arrivée, parce qu'il fonctionnait, et aussi parce qu'il venait de lui. Il s'apportait lui-même. C'était la chose principale. Il s'asseyait sur la chaise qui était maintenant définitivement sa chaise pour la durée de la visite, et il parlait. Ce que j'avais fini par comprendre n'était pas quelque chose qu'il faisait facilement, ou avec tout le monde. Et j'écoutais, puis je répondais. Et nous avions le genre de conversation qui n'a lieu qu'entre des personnes qui se prêtent une attention sincère. Le genre où l'on se surprend à dire des choses qu'on ne savait pas penser jusqu'à ce qu'elles sortent de notre bouche. Je lui ai parlé du départ de mon père. Pas comme une blessure, mais comme un fait qui avait façonné les choses, comme tous les faits précoces le font. Il a écouté sans les réponses compensatoires que la plupart des gens offrent. Les assurances, les réflexions et les commentaires sur votre valeur qui sont censés combler le vide, mais qui démontrent surtout que la personne est mal à l'aise avec le silence. Il est resté avec ce que j'avais dit, puis il a demandé après un moment ce que cela m'avait appris. J'ai dit que cela m'avait appris à avoir moins de besoins, ou à vouloir avoir moins de besoins, ce qui n'était pas exactement la même chose. Il a dit qu'il pensait comprendre cela. J'ai dit que je pensais qu'il le comprenait probablement. Quelques jours plus tard, il m'a parlé des années qui ont suivi la mort de ses parents. Pas en détail. Il y avait encore des zones de sa géographie intérieure qui n'étaient pas encore cartographiées, pas encore accessibles, et je ne forçais aucune d'entre elles, mais assez. Il m'a raconté ce que c'était que de maintenir l'alliance tout en gérant son propre deuil. Comment les deux tâches se disputaient les mêmes ressources internes, et comment il avait résolu la compétition en mettant le deuil de côté, avec l'intention d'y revenir. Une promesse qu'il n'avait jamais vraiment tenue. Il a dit que l'accumulation de ces promesses non tenues était peut-être ce que les gens interprétaient comme de l'insensibilité, que ce qui ressemblait à un manque de sentiment de l'extérieur
n'étaient parfois que des sentiments qui n'avaient nulle part où aller. Des sentiments qui s'étaient calcifiés dans leur confinement. J'ai dit que je ne pensais pas qu'il était sans cœur. Je l'avais pensé une fois, brièvement, de manière abstraite, avant de le connaître. Je ne le pensais plus. Il m'a regardé avec ses yeux gris dans la lumière de l'après-midi de la chambre d'hôpital et a dit très doucement que ça comptait pour lui que je ne le pense pas. Que ça comptait plus qu'il ne s'était attendu à ce que quoi que ce soit compte depuis un bon moment. J'ai été libéré un jeudi, 11 jours après l'accident. Ma mère attendait avec la voiture et une détermination à s'occuper de moi que j'ai acceptée sans ma dérobade habituelle. J'avais traversé assez de choses récemment pour comprendre qu'être pris en charge par quelqu'un qui vous aime n'est pas la même chose qu'être un fardeau. C'était un réajustement petit mais significatif. Cale n'était pas à l'hôpital quand je suis parti. Il m'avait dit la veille qu'il y avait une affaire du conseil qui ne pouvait plus être reportée et qu'il devrait être dans le territoire du Nord pendant plusieurs jours. Il l'avait dit directement et sans excuse excessive, ce que j'appréciais. Il avait aussi dit, avec cette douceur fractionnelle que je comprenais maintenant comme significative venant de lui, qu'il aimerait me voir quand je serais de nouveau installé, si j'étais d'accord. J'ai dit que j'étais d'accord. Le trajet de retour à Millhaven a duré 40 minutes, pendant lesquelles ma mère m'a posé des questions prudentes, m'a parlé des choses à faire dans le jardin, et a parlé de l'hiver qui arrivait, de la façon dont les gens parlent du temps, quand ils parlent aussi de tout le reste. J'ai regardé le territoire frontalier défiler par la fenêtre, le paysage familier qui ne m'avait jamais semblé être un foyer à l'âge adulte, et qui faisait maintenant quelque chose de compliqué dans la région de ma poitrine. Sarah est passée ce soir-là. Nous nous sommes assises dans le petit salon de ma mère avec le chauffage trop fort, comme ma mère l'a toujours, et nous n'avons parlé de rien de sérieux. Nous avons regardé quelque chose d'insignifiant et bu du thé. Et la présence de Sarah était cette chose chaude et stable qu'elle avait toujours été. L'amitié qui avait commencé quand nous avions 7 ans et qui avait survécu à toutes les versions de moi depuis. À un moment donné, elle a dit sans lever les yeux de l'écran qu'elle pensait que je devrais arrêter de prévoir de partir. J'ai dit que j'avais un poste de recherche. Je lui ai dit que les postes pouvaient être renégociés et qu'elle ne parlait pas du poste. Je n'ai pas répondu. La télévision a dit quelque chose d'important pour l'intrigue que nous avons toutes les deux ignorée. Puis j'ai dit que j'avais peur de ne pas vouloir partir. Sarah a dit que c'était un bon signe. J'ai dit que ça ne me semblait pas être un bon signe. C'était comme perdre le contrôle de quelque chose que j'avais très soigneusement maintenu sous contrôle pendant longtemps. Elle a dit que la plupart des bonnes choses donnaient cette impression au début. Elle a dit que, d'après son expérience, les choses auxquelles on s'accrochait le plus fort étaient généralement celles qu'il valait le plus la peine de lâcher. J'ai pensé à cela dans le calme de la nuit, dans la chambre où j'avais grandi, écoutant le territoire frontalier s'installer dans son registre nocturne particulier. J'ai pensé aux yeux gris, aux tables de cuisine, à une main sur la mienne sur une barrière de lit et à 40 minutes dans un couloir d'hôpital à 3 heures du matin, pour aucune raison officielle. J'ai pensé à ce que cela signifierait d'arrêter de partir. Il est revenu du territoire du Nord un samedi. Je le savais parce que j'ai senti le changement dans l'air auquel j'étais, apparemment maintenant sensible, quelle que soit la distance physique, ce qui était un développement que j'étais encore en train d'intégrer. La matinée semblait différente, plus lourde, plus présente, comme si quelque chose qui avait été suspendu était revenu à ses coordonnées propres. Il est venu chez ma mère cet après-midi-là, sans annonce et sans rien dans les mains, juste lui-même. Ce qui était devenu la chose que j'associais le plus sûrement à la qualité particulière de soulagement que sa présence produisait. Ma mère l'a laissé entrer avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait reclassé d'invité notable à présence attendue, ce qui était sa plus haute approbation. Et elle l'a donné sans cérémonie, comme elle donnait toutes ses meilleures choses. Nous sommes allés dans le jardin parce que l'après-midi était froid mais lumineux, et j'avais besoin d'être dehors après 11 jours d'espace intérieur. Il a marché à côté de moi avec la patience posée qui lui était naturelle. Nous avons fait 2 fois le tour du jardin sans rien dire d'important, juste en nous déplaçant dans la même direction, au même rythme. Et j'ai trouvé que c'était suffisant, que sa présence dans le même espace ne nécessitait aucune décoration verbale pour être pleinement ressentie. Puis, il s'est arrêté au vieux banc de pierre au fond du jardin et s'est assis. Je me suis assise à côté de lui et il a dit qu'il voulait parler de quelque chose. J'ai dit que j'écoutais. Il a dit qu'il avait réfléchi, dans le territoire du Nord, aux choses qui étaient restées en suspens à cause de sa difficulté générale à dire les choses directement quand elles comptaient le plus pour lui. Qu'il avait passé la majeure partie du trajet vers le Nord
à avoir une conversation interne sur la spécificité, l'intention et ce que cela signifierait de dire clairement ce qui n'avait jusqu'à présent été dit que par implication. J'ai attendu. Il a dit qu'il ne voulait pas que je quitte Millhaven. Pas de la manière provisoire de quelqu'un qui fait connaître une préférence, de la manière substantielle de quelqu'un qui avait considéré ce que cela signifierait si je le faisais et avait trouvé cette considération inacceptable. Il a dit qu'il était conscient que j'avais une vie ailleurs, un poste et des projets qui le précédaient de plusieurs années. Il a dit qu'il ne me demandait pas d'abandonner ces choses. Il me demandait d'envisager si elles pouvaient être reconfigurées, si la vie que j'avais construite à une distance prudente de tout ce qui exigeait que je sois pleinement présente était la vie que je voulais réellement, ou la vie que j'avais construite parce que vouloir l'autre semblait trop risqué. Il l'a dit sans drame et sans supplication. Il l'a dit comme il disait tout, précisément et avec le poids de quelque chose qui avait été mûrement réfléchi. Je me suis assise sur le banc de pierre froid dans le jardin d'hiver de ma mère et j'ai pensé à l'histoire de ma vie telle que je l'avais vécue. Le poste de recherche, l'appartement soigné et les projets faits à une distance nette de tout ce qui était trop chaleureux ou trop proche. L'habitude de partir avant de pouvoir être quitté. La version plus petite de moi-même que j'avais maintenue parce que plus petit était plus sûr. Et plus sûr était la seule chose que j'avais su vouloir pendant très longtemps. J'ai dit que j'avais peur. Il a dit qu'il le savait. Il a dit que, pour ce que ça valait, lui aussi. Qu'il n'avait pas voulu être dans la position de vouloir quelque chose aussi complètement qu'il voulait cela. Parce que vouloir complètement lui avait toujours coûté cher. Que chaque perte significative dans sa vie avait été précédée par exactement ce genre de désir complet. Et que son corps avait appris la corrélation, même quand son esprit essayait de l'ignorer. J'ai dit que cela ressemblait à une façon très solitaire de vivre. Il a dit que ça l'avait été. Nous sommes restés assis dans le jardin silencieux pendant un moment, avec tout cela entre nous, étalés dans l'air froid, comme une carte de deux personnes qui avaient navigué selon la même logique et étaient arrivées à la même destination, isolées par des chemins différents. Puis j'ai dit, parce que j'avais décidé d'être quelqu'un qui disait les choses directement, que je ne voulais pas partir non plus, que j'avais géré ce fait pendant plusieurs semaines en le reclassant comme impraticable, que l'impraticabilité restait réelle, mais que pour la première fois de ma vie, cela ressemblait à un problème qui valait la peine d'être résolu plutôt qu'à une raison de partir. Il m'a regardé avec ses yeux d'eau grise, et quelque chose en eux a changé, comme la lumière d'hiver perçant les nuages. Pas dramatique, pas soudain, juste présent, là où il ne l'avait pas été auparavant. Il a tendu la main et a pris la mienne. Doigt froid contre doigt froid. Le jardin autour de nous, dépouillé jusqu'à ses eaux d'hiver. Et il a dit qu'il pensait que les problèmes qui valaient la peine d'être résolus étaient les seuls qui valaient la peine d'être eus. J'ai dit que j'allais devoir y retourner pendant un certain temps pour gérer la transition, que je ne disparaîtrais pas simplement de ma vie existante sans rendre de compte aux personnes et aux engagements qui s'y trouvaient. Il a dit, bien sûr. J'ai dit que j'aurais besoin de savoir que c'était réel, que j'avais une longue histoire de confondre l'attention temporaire avec l'intention durable, et que j'avais besoin qu'il comprenne que si c'était quelque chose, il fallait que ce soit vraiment quelque chose. Il m'a regardé fixement et a dit qu'il s'était tenu dans un couloir d'hôpital à 3 heures du matin, pour aucune raison qui n'apparaissait sur aucun dossier officiel, qu'il avait compté les semaines sans reconnaître qu'il comptait, qu'il avait acheté des pommes dont il n'avait pas besoin et envoyé des teintures de camomille par le bureau de la frontière, qu'il avait marché à côté d'elle dans la rue et s'était assis devant le jardin de sa mère sous la forme d'un loup, parce que la proximité était la seule forme d'honnêteté qu'il avait su offrir sans risquer la dévastation spécifique de l'avoir refusée. Il a dit qu'il pensait que cela constituait vraiment quelque chose. J'ai ri doucement et honnêtement, comme je riais rarement, de la manière qui signifiait que quelque chose de réel avait atteint la partie de moi d'où vient le rire sincère. Il a eu l'air surpris, mais pas désagréablement. Comme quelqu'un qui a fait quelque chose dont il ne se savait pas capable, et trouve la découverte meilleure que prévu. J'ai dit que je pensais que cela constituait vraiment quelque chose aussi. La lumière de l'après-midi devenait dorée et fine au-dessus du jardin d'hiver. Sa main était chaude autour de la mienne maintenant. Nous générions tous les deux assez de chaleur entre nos paumes pour retenir le froid. Quelque part à l'intérieur de la maison, ma mère faisait quelque chose qui impliquait le son spécifique d'elle, étant délibérément discrète, ce qui était sa version de nous donner de l'intimité.
Ce n'était pas un moment parfait. Nous étions deux personnes avec des histoires de blessures importantes, assises sur un banc froid, ayant une conversation qui contenait plus de questions non résolues que de réponses. C'était désordonné, réel, et cela demandait plus de courage que nous n'avions initialement pensé en posséder. C'était le meilleur moment que j'avais vécu depuis plus longtemps que je ne pouvais le mesurer avec précision. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples. Je veux être clair à ce sujet, car l'histoire jusqu'à présent pourrait laisser penser que la partie difficile s'est terminée sur le banc du jardin. Et j'ai toujours eu de la méfiance envers les histoires qui positionnent la déclaration comme la résolution. D'après mon expérience, la déclaration n'est que le début du vrai travail. C'est le moment où l'on s'engage pour tout ce qui suit, ce qui est parfois merveilleux, parfois difficile, et n'est presque jamais ce que l'on imaginait dans la clarté émotionnelle de l'engagement. Je suis retourné en ville pendant 3 semaines. J'ai géré la transition avec le poste de recherche, ce qui a été géré avec plus de compréhension que je ne l'avais craint, et moins de facilité que je ne l'avais espéré. J'ai trouvé quelqu'un pour sous-louer l'appartement. J'ai appelé les personnes qui devaient être appelées. J'ai eu les conversations nécessaires avec des collègues, et avec la version de moi-même que j'avais été ces dernières années. Ce qui a nécessité une sorte de négociation interne, difficile à décrire, mais que quiconque a déjà substantiellement réorienté sa vie reconnaîtra. Sarah est venue pour le dernier week-end. Nous avons fait les cartons de l'appartement ensemble, ce qui est une tâche intime, comme le travail physique partagé l'est souvent de manière inattendue. Elle a été magnifiquement pratique et n'a été sentimentale que dans la dernière demi-heure, quand les cartons étaient empilés, les pièces vides, et que la qualité résonante spécifique d'un espace vidé se faisait sentir. Elle a dit qu'elle était fière de moi. J'ai dit que j'étais terrifié. Elle a dit que ce n'était pas mutuellement exclusif. Je suis retourné à Millhaven un dimanche matin début décembre, avec tout ce qui comptait dans ma voiture, et la clarté particulière qui vient du fait d'avoir brûlé un pont sur lequel on se tenait depuis des années, et de découvrir que le sol de l'autre côté était solide. Cale était chez ma mère quand je suis arrivé. Il a aidé à porter les cartons sans en faire une cérémonie. Ma mère a préparé le déjeuner. Nous nous sommes assis tous les trois à la table de la cuisine, et j'ai eu l'expérience spécifique de 2 domaines de ma vie auparavant, séparés occupant le même espace. C'était étrange, puis presque immédiatement, ça m'a semblé juste, comme les choses justes s'annoncent souvent. Il était différent avec moi, maintenant. Pas méconnaissable, pas une transformation en une douceur qu'il n'avait pas possédée auparavant, car ce n'était pas ce qui s'était passé. Il était toujours le même homme, toujours précis, toujours mesuré, portant toujours l'énorme responsabilité de ce qu'il gouvernait avec le sérieux concentré que cela exigeait. Mais il y avait quelque chose de moins défensif dans sa manière d'être avec moi spécifiquement. Comme si on m'avait donné accès à une fréquence qui émettait en permanence, et comme s'il avait simplement cessé de la brouiller en ma présence. Il me racontait des choses. Pas tout, et pas tout d'un coup, car il n'était pas fait pour le tout d'un coup, et moi non plus. Mais progressivement, et avec une volonté croissante de supporter la vulnérabilité d'avoir dit ces choses. Sur les années après ses parents, sur les décisions qu'il avait prises à cette période et qu'il remettait encore en question, sur la solitude de l'autorité qu'il avait acceptée comme étant simplement le prix de ce qu'il était et de ce dont il était responsable. Il me disait ces choses dans le noir, dans le calme, et parfois au milieu d'une conversation totalement sans rapport, ce qui semblait être la manière la plus facile pour lui. Comme certaines personnes peuvent mieux vous regarder de côté que de face. Je lui ai aussi raconté des choses. Sur mon père, sur le schéma de départ que j'avais intégré à ma vie et la façon dont je me l'étais justifié comme de l'indépendance, alors que ce n'était en réalité que la tristesse particulière de quelqu'un qui a été quitté si souvent qu'il décide de partir le premier. Sur la version de moi-même que j'avais maintenue à une distance prudente de mes propres désirs, et à quel point cela avait été épuisant. La dépense d'énergie à vouloir des choses, puis à gérer immédiatement ce désir pour le ramener à un niveau gérable. Il écoutait comme il écoutait toujours, avec toute son attention et sans avoir besoin de réparer, de répondre ou de renvoyer quoi que ce soit. Il recevait simplement ce que je disais, le gardait et le laissait compter. Cela semble simple. C'était la chose la plus significative que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Il y a eu des périodes difficiles. Je ne vais pas les passer sous silence, car elles ont existé. Elles étaient réelles. Et prétendre le contraire déshonorerait la texture réelle de ce que nous construisions. Il y a eu des moments où son inclination naturelle à l'autosuffisance l'a fermé à moi d'une manière qui ressemblait à un retrait.
Il y a eu des moments où ma préparation habituelle à l'abandon m'a fait interpréter des absences ordinaires comme des absences significatives, d'une manière qui était injuste pour lui. Nous étions deux personnes blessées de manière indépendante, mais compatibles, ce qui n'est pas la même chose que d'être guéri. Et les endroits où nos blessures se croisaient créaient parfois une friction pour laquelle aucun de nous n'avait immédiatement le langage. Nous avons développé ce langage lentement et parfois imparfaitement. Nous avons eu des disputes qui portaient réellement sur ce dont elles semblaient parler, ce qui était en soi une nouveauté pour nous deux. Ayant auparavant opéré dans des environnements où rien ne portait directement sur ce dont il semblait parler, nous nous sommes excusés quand des excuses étaient justifiées, ce qui exigeait de nous deux une volonté d'avoir tort qui ne venait pas naturellement, et qui était donc, quand elle arrivait, plus significative que la facilité ne l'aurait été. Il m'a montré le territoire, pas de manière officielle, pas comme une visite ou une démonstration, mais morceau par morceau, au cours des semaines du début de l'hiver. La façon dont on montre quelque chose qu'on aime à quelqu'un, en qui on a confiance, pour comprendre ce qu'on lui montre. Nous sommes allés dans les zones de bassin versant que j'étudiais à distance depuis 3 ans. Il a marché à côté de moi pendant que je prélevais des échantillons et posait des questions qui étaient meilleures que la plupart des questions de mes étudiants diplômés. Je lui ai montré les données que j'avais accumulées, et il les a reliées à des choses qu'il savait sur la Terre pour l'avoir gouverné toute sa vie d'adulte. Et il y a eu un moment où il a pointé quelque chose sur mes cartes qui correspondait à quelque chose dans ses registres, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avions pensé à chercher. Et nous nous sommes tous les deux arrêtés. Nous l'avons regardé. Puis nous nous sommes regardés avec l'expression spécifique de personnes qui viennent de découvrir que leurs connaissances séparées sont plus utiles combinées qu'elles ne l'étaient séparément. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris ce que nous étions. Pas un récit romantique avec un seul point culminant. Quelque chose de plus pratique et de plus réel. Deux personnes dont les versions particulières de l'intelligence, de l'expérience et des blessures étaient véritablement complémentaires, qui se rendaient mutuellement plus intelligents, plus courageux et plus disposés à être connus, qui s'étaient trouvés par accident et s'étaient choisis avec une délibération croissante depuis lors. La nuit du solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année, nous étions à la maison centrale, qui était aussi sa maison, et qui commençait à me sembler, progressivement et sans drame, un peu la mienne aussi. La meute s'était rassemblée pour la célébration du solstice, une tradition plus ancienne que n'importe lequel de ses participants actuels, et plus belle que je ne l'avais imaginé. Du feu, des rituels et la chaleur particulière d'un groupe de personnes véritablement liées les unes aux autres. Je me tenais en marge observante, et Cale est venu se tenir à côté de moi. Il n'a rien dit pendant un moment, puis a dit doucement qu'il était content que j'ai arrêté ma voiture cette nuit-là sur la route. J'ai dit que j'étais contente aussi. Il a dit que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était content que ce soit moi qui me sois arrêté. Qu'il avait été sur cette route dans le noir, pour des raisons qu'il me dirait un jour, des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi. Et que de toutes les personnes qui auraient pu être là, il était content que ce soit quelqu'un d'assez têtu pour sortir de la voiture, d'assez pratique pour savoir quoi faire une fois sorti, d'assez honnête pour lui dire quand il avait tort, d'assez gentil pour préparer du thé à quelqu'un qui n'en avait pas demandé, et d'assez courageux pour rester quand tout ce qu'elle avait construit auparavant la poussait à partir. J'ai regardé le feu un moment, puis j'ai dit que j'étais contente qu'il ait été d'un genre de terrible assez spécifique pour que je ne puisse pas le classer simplement comme terrible, et m'en aller. Il a ri, d'un rire franc, d'un vrai rire, celui qui le faisait ressembler à quelqu'un qui avait ri toute sa vie, plutôt qu'à quelqu'un qui l'avait réappris récemment. C'était mon son préféré dans le territoire, et peut-être dans le monde. Nous sommes restés dehors jusqu'à ce que le feu se réduise à des braises, que le froid soit bien installé, et que la nuit la plus longue soit pleinement elle-même autour de nous. Il a gardé sa main dans la mienne tout le temps. Tout le monde m'avait prévenu qu'il était sans cœur. Ils avaient tort. Il n'était pas sans cœur. C'était quelqu'un qui avait dû être très prudent avec son cœur pendant très longtemps. Il y a une différence. Et cette différence, c'est tout. Il y a un épilogue à la plupart des histoires. La partie calme après que le mouvement central se soit résolu. Quand le monde s'est réinstallé dans sa nouvelle configuration et que vous apprenez à quoi ressemble la normalité dans cette version réarrangée de votre vie. Le nôtre, c'était l'hiver devenant printemps, ce qui est un processus lent et non linéaire dans les territoires du Nord. Là où février peut encore porter tout le poids de décembre, et mars arrive de côté plutôt que de face. J'avais grandi avec les saisons du territoire frontalier.
et j'avais oublié à quel point elles étaient complètes. À quel point l'hiver était déterminé ici à être vraiment l'hiver, avant d'accepter de devenir autre chose. Je me suis installé dans un rythme. Le projet de recherche se poursuivait maintenant avec la collaboration sincère de quelqu'un qui connaissait la Terre de la manière expérientielle que des années de gouvernance génèrent. Et les données qu'il produisait étaient meilleures que tout ce que j'aurais pu construire seul. Ma mère est venue passer 2 semaines en février. Elle est tombée amoureuse de la bibliothèque de la maison centrale et a eu 3 conversations distinctes avec Jake, le second de la meute. Il s'est avéré qu'il partageait sa passion pour un type spécifique de récit historique dont j'ignorais l'existence. Elle est partie en parlant d'une prochaine visite, non pas comme une formule de politesse, mais comme une intention. Sarah est venue en mars. Elle est arrivée avec du vin et une évaluation efficace de la maison centrale qui couvrait l'intégrité structurelle, la cohérence esthétique et la dynamique sociale générale de la meute en environ 45 minutes. Elle l'a déclaré considérablement meilleure que ce qu'elle avait craint, ce qui, de la part de Sarah, était un grand compliment. Elle m'a trouvé dans la cuisine le 2e matin, préparant le thé qui était maintenant devenu simplement le thé du matin. Le mélange d'herbes qui avait commencé comme une livraison à l'hôpital et était devenu aussi ordinaire que le café. Elle m'a observé un moment, puis elle a dit, du ton qu'elle utilise quand elle attend depuis un moment pour dire quelque chose, que j'avais l'air différente. J'ai demandé comment. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le nommer précisément. Elle a dit que j'avais l'air de quelqu'un qui avait arrêté de se tenir sur ses gardes. Qu'il y avait une qualité qu'elle m'avait associée depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Une certaine tension contenue dans la façon dont j'occupais les espaces, comme si une partie de moi était toujours prête à devoir partir rapidement. Et cette qualité avait disparu. Ou pas disparu, a-t-elle corrigé, car Sarah est toujours précise, mais considérablement diminuée. Comme un muscle à qui on a lentement appris à se détendre. J'ai réfléchi à cela le reste de la matinée, à ce que cela signifiait d'être vu si clairement par quelqu'un qui vous connaissait depuis la majeure partie de votre vie. Au fait que le changement qu'elle décrivait s'était produit non par effort ou intention, mais simplement par l'accumulation de preuves. La preuve que le sol tiendrait, que la présence ne signifiait pas automatiquement une absence ultérieure, que vouloir quelque chose pleinement n'était pas la même chose que d'inviter sa perte. Il était dans le bureau ce matin-là, travaillant sur la correspondance du conseil qui arrivait en quantité que je trouvais impressionnante et légèrement épuisante à observer. Je lui ai apporté du thé, ce qui était une chose que je faisais maintenant, sans en faire une cérémonie. Il a levé les yeux quand je suis entré, avec l'expression qui était spécifiquement son visage quand il me voyait. Celle qui faisait encore quelque chose de compliqué à mon architecture interne chaque fois qu'elle apparaissait. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau et je lui ai raconté ce que Sarah avait dit. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit qu'elle était observatrice. J'ai dit que je pensais qu'il pouvait en prendre une partie du crédit. Il a dit qu'il pensait que nous pouvions tous les deux en prendre le crédit, que ce n'était pas une réussite unilatérale. J'ai dit que c'était une façon très mesurée de le dire. Il a dit qu'il était une personne mesurée. J'ai dit que j'avais remarqué. Il m'a regardé avec ses yeux gris, qui était ma chose compliquée préférée. Et il a dit qu'il avait quelque chose à me dire. Il a dit avec ce sérieux particulier qui indiquait que c'était quelque chose qu'il avait préparé, plutôt que quelque chose qui lui était venu à l'esprit à l'instant. J'ai attendu. Il a dit que le Conseil avait discuté de la structure de gouvernance à long terme de l'Alliance. Qu'il y avait des éléments de la conversation qu'il pouvait façonner et des éléments qui étaient déjà déterminés par les protocoles qui le précédaient. Que l'un des éléments qu'il avait la capacité de façonner était la question de savoir qui se tenait formellement à ses côtés dans la structure de gouvernance. Que c'était une question importante, pour des raisons qui allaient au-delà du personnel, mais que le personnel était à l'origine de la considération, et il voulait être clair à ce sujet. Il a dit qu'il ne me demandait pas de réponse aujourd'hui, ni même ce mois-ci. Il a dit qu'il comprenait que ce qu'il décrivait avait un poids qui nécessiterait une réflexion, qu'il y avait des implications que je devrais considérer attentivement, et qu'il ne voulait pas créer de pression autour d'une décision de cette ampleur. Il a dit qu'il voulait que je sache que la question était ouverte, que c'était sa préférence, clairement et spécifiquement, mais que ce n'était pas une exigence ou une revendication. C'était une préférence qu'il nommait directement, parce qu'il avait décidé que dire les choses importantes directement était quelque chose à quoi il s'engageait, peu importe à quel point cela restait étranger à sa formation initiale. Il a dit enfin qu'il demandait,
Non pas parce que c'était le protocole, mais parce que être avec elle ces derniers mois lui avait fait comprendre que ce qu'il considérait auparavant comme une vie acceptable était bien moins que ce qui était possible. Et qu'il ne voulait pas continuer à être la personne qui savait cela et ne faisait rien à ce sujet. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau, dans la lumière matinale du début du printemps, avec tout cela atterrissant dans l'espace autour de moi. Le remplissant comme la chaleur remplit une pièce qui a été froide trop longtemps. Et j'ai pensé à une femme qui avait passé sa vie d'adulte à construire des sorties prudentes, qui était revenue dans sa ville natale avec une bourse, avec l'intention de rester 2 semaines, et qui avait, par une série d'accidents, qui ressemblaient rétrospectivement à une direction dans laquelle elle s'était toujours déplacée, fini ici, dans cette maison, à ce bureau, avec cet homme et ses yeux d'eau grise, sa voix mesurée et son extraordinaire difficulté spécifique avec la douceur, qu'il choisissait, jour après jour, de surmonter. J'ai pensé à la nuit où j'avais failli ne pas m'en sortir. La nuit qui, même à travers son brouillard et sa peur, m'avait donné l'information la plus claire et la plus importante que j'ai jamais reçue sur une autre personne. J'ai pensé à ce que cela signifiait que l'homme que tout le monde m'avait dit être sans cœur avait pleuré dans la chambre à côté de mon lit. J'ai dit oui. Pas avec des conditions, ni avec une liste des choses qui devraient encore être réglées, bien que ces choses existaient et nécessiteraient d'être réglées. Juste oui, simplement et complètement. Le plus petit mot pour la plus grande des choses. Il m'a regardé de l'autre côté du bureau, et il a fait la chose qu'il ne faisait presque jamais. Il a laissé ce qu'il ressentait venir pleinement à la surface, sans gestion, sans la distance que sa formation particulière exigeait. Et ce qui était là, c'était tout. Le soulagement, le désir, et la qualité spécifique d'une personne qui a porté quelque chose seule pendant très longtemps et qui l'a enfin, délibérément, déposé. Il s'est levé de derrière le bureau, est venu là où j'étais assise, et a posé sa main contre ma joue, comme il le faisait toujours quand les mots devenaient insuffisants. Et je m'y suis appuyé, comme je le faisais toujours, parce que sa chaleur était la chose la plus fiable que j'ai jamais trouvée. Et j'avais arrêté de prétendre que je n'en avais pas besoin. Dehors, le territoire du Nord menait sa négociation lente et ambivalente avec le printemps. La rivière qui longeait le bord et de la propriété charriait la fonte des neiges des hautes terres, et les arbres étaient encore nus. Mais il y avait quelque chose de différent dans la qualité de la lumière, quelque chose qui n'était pas encore de la chaleur, mais qui en était le souvenir. Sa promesse, arrivant tôt comme un rappel de ce qui allait venir. J'avais passé la majeure partie de ma vie à être très doué pour partir. Il s'est avéré que j'étais encore meilleur pour rester.